Là, je travaille à France Avenir et je m'occupe d'un service qui s'occupe plutôt d'évaluation de politique publique, de prospective, et ce qu'on appelle les analyses transversales chez nous, c'est-à-dire globalement, c'est les activités qui sont communes à plusieurs filières, donc ça veut dire biomasse, biocarburant, ou les substitutions entre les familles de produits à la consommation, par exemple, ou les grandes évolutions des circuits de distribution. Ça paraît absolument gigantesque comme ça l'est, et on n'est pas vraiment dimensionné pour tout faire de front. Donc voilà, on avance pas à pas sur un certain nombre de sujets. Il n'y a pas de... voilà, ça c'est une partie de mes activités, et par ailleurs je suis mis à disposition de l'Organisation internationale de la vie et du vin pour contribuer à l'établissement des statistiques mondiales du secteur en collaboration avec la FAO. Voilà. Alors, j'ai plein de statistiques sur lesquelles je vais les laisser ici, puis voilà, c'est pas recommencer à commenter ces statistiques que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, c'est globalement les évolutions des grandes données du secteur vitivinicole mondial. On un peu actualisé, on repère une chose, en tout cas, si ça a un rapport avec le problème de la concentration, en tout cas on peut le voir, c'est que globalement, l'Europe, en termes de superficie viticole, a perdu à peu près 10 points de présence sur la taille du marché mondial depuis, disons, la fin de la décennie 80 par rapport à aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est clair. Mais attention, faites très attention, le deuxième vignoble mondial sur ce graphique-là, c'est le vignoble asiatique, parce que le vignoble asiatique, il fait des raisins de table et des raisins secs. On n'en parle jamais, mais ça fait quand même un gros 20% du vignoble mondial. Voilà. L'évolution continentale, ben voilà, c'est très clair. Fondamentalement, la régression du vignoble mondial, c'est l'Europe. Voilà. C'est l'Europe au sens large du terme, c'est au sens statistique du terme. Alors l'Europe, pour les statisticiens, c'est un drôle de chose. Ça va jusqu'au Turkménistan, puisque l'ex-URSS était avant en Europe. Donc pour ne pas avoir de rupture statistique, on considère que le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tout ça c'est en Europe, donc ça fait un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est une bizarrerie, mais voilà. Il faut le savoir, mais vous voyez que les compensations majeures qu'on a eues ces dernières années, bien sûr, c'est sur le continent en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, bien sûr. Sur le continent américain, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne faut pas oublier que les Américains ont connu entre 85 et 95 une crise phylloxérique, donc il y a eu un mouvement de recul et qui a masqué l'évolution de croissance du vignoble chilien et maintenant du vignoble argentin. Voilà, mais sinon c'est le vignoble asiatique. Alors le vignoble asiatique, comme je le disais, c'est d'abord normalement un vignoble qui est consacré aux raisins de table et aux raisins secs. Il se trouve que son mode de développement récent, notamment traditionnellement sur la Chine, c'est par le vignoble de cuve, mais c'est presque accidentel, je dirais. Hein. D'abord, il faut savoir que les Chinois ont commencé à planter de la vigne pour des raisons au départ environnementales, hein. C'était pour éviter l'avancée du désert, et ensuite ils se sont rendus compte que ça produisait des raisins. Donc voilà, ça pouvait être utile. Donc, mais je caricature vraiment bien évidemment, mais il faut savoir que la logique de base, c'est d'abord des très gros, c'est les premiers producteurs mondiaux et les premiers consommateurs mondiaux, et de très loin devant tout le monde, de raisins de table. Hein. D'accord ? Voilà. Et la culture du vin au départ, le mot vin n'existe en termes de statistiques que depuis... si c'est 2000 ou 2003 dans les statistiques chinoises. Avant, c'était boisson fermentée à base de fruits, hein, le terme qui existait. Donc on mélangeait les raisins, les pommes, etc. Donc c'est des boissons de cette nature-là. Un des éléments, vous le savez, c'est le fait que dans les échanges internationaux, ce qui a certainement à avoir en termes de capacité à exporter, notamment à longue distance, avec une certaine puissance de flux des entreprises qui le font, globalement, ça a été porté notamment par les vins de cépage. On va y revenir très très vite tout à l'heure. Et vous voyez que la France est forcément, mais la France n'est pas forcément le pays le plus mal placé au monde en matière d'encépage, notamment en termes de cépages internationaux. Voilà, et non plus en termes de structure entre le rouge et le blanc, sachant qu'après qu'on ait dit, après le French Paradox, que tout le monde devait faire du rouge, on se rend compte que finalement non, il ne faut pas tous se précipiter à faire du rouge, que c'est pas forcément une excellente idée. Alors, un premier facteur, peut-on parler de facteur de compétitivité, en tout cas un facteur de taille. C'est sur la taille moyenne des exploitations viticole. Alors ça, c'est une statistique abominablement compliquée à faire parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des exploitations qui sont principalement orientées vers la vigne ou qui ont de la vigne? Est-ce qu'on inclut les gens qui réservent leur production à la consommation familiale? Vous faites ça à l'Est, hein. Vous faites ça à l'Est de l'Europe, vous changez complètement la nature de la statistique.
Est-ce qu'on va assimiler, est-ce qu'on va considérer comme exploitation viticole les gens qui réservent leur production pour faire de la rakia à domicile, enfin, etc., etc. Donc ces comparaisons-là sont à prendre en termes d'ordre de grandeur. Voilà. Je dirais que entre la taille moyenne de l'exploitation argentine et celle de, disons, de l'Espagne, entre 8,6 et 7,1, je pense qu'on est, voilà, on est dans les mêmes ordres de grandeur et c'est ça qui compte. On voit simplement quand même qu'il y a des sauts en termes d'ordre de grandeur, en termes de taille d'exploitation. Viticole, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Chine, voilà. Et qu'on est à l'autre extrême, en Italie, avec 0,9 hectares, hein, c'est-à-dire qu'on est à moins d'un hectare par déclaration de récolte. La production globale de raisin, ben là, on a perdu 20 points sur la même période. C'est-à-dire on est passé de 63% de la production mondiale de raisin à 43% de la production mondiale de raisin en Europe. Toujours avec l'Ouzbékistan dedans. L'Italie est le premier producteur mondial de raisin, assez loin devant les autres, hein, enfin assez loin. La Chine rattrape, parce que voilà. Mais l'Italie cumule à la fois, c'est à la fois, comme vous le savez, le premier ou le deuxième producteur mondial de vin selon les années, plus globalement en termes d'ordre de grandeur, 75 000 hectares de raisin de table. Hein, l'évolution du rendement mondial, je pense que ça, il faut s'y arrêter un petit peu. Vous voyez le saut qu'il y a dans les moyennes quinquennales entre le début de la décennie 90 et la fin de la décennie 90. La création des vignobles qui ont été notamment fortement poussés, fortement mis en avant dans les pays de l'hémisphère sud, à destination de l'exportation. Hein. Ça a été conçu pour un certain nombre de ces vignobles comme des cultures de rente, c'est-à-dire des cultures d'exportation. Voilà. La question qui se posait au début des années 90 en Australie, c'est est-ce que la tonne d'eau investie est plus intéressante sur le blé, sur le coton ou sur la vigne? Qu'est-ce qui va rapporter le plus d'argent? Maintenant, la question c'est est-ce qu'on fait boire les gens des villes ou est-ce qu'on continue à le mettre sur la ville? Et la réponse c'est on va faire boire les gens des villes. Mais c'est une autre question, mais au début des années 90, ça ne se posait pas comme ça. Donc on était vraiment dans cette logique. Et donc vous voyez que ce développement des vignobles irrigués, ça s'est traduit par un saut absolument énorme, 10 quintaux par hectare au plan mondial. En une décennie, c'est assez colossal en termes de productivité. La production mondiale de vin, les Européens restent toujours, et de très loin, hein, les premiers producteurs mondiaux, mais voilà, on a aussi perdu un peu plus de 10 points sur le sujet. Le dernier très gros choc conjoncturel, c'est 2004. On a fait plus de 300 millions d'hectolitres de vin hors jus et mou. Et globalement, on a mis 4 à 5 ans à s'en remettre. Voilà, pour faire simple. Alors, productivité. Simplement ce graphique qui n'est pas actualisé 2003, donc ça a déjà 7 ans. C'est pas très... Simplement pour montrer que voilà, la pire chose à faire en termes de statistiques, c'est de diviser la production mondiale de vin par la superficie du vignoble, puisque, compte tenu de ce qu'on a dit, tous les vignobles ne sont pas destinés à la production de vin, et ils s'en foutent tout plein, même y compris dans les vignobles qu'on croit être véritablement des producteurs de vin. Aux États-Unis et au Chili, entre la production de raisins de table et la production de raisins secs, alors raisins secs destinés au pisco au Chili, ou raisins secs destinés à la production de raisins secs, hein, le deuxième producteur mondial de raisins secs dans le monde, quasiment à équivalence avec la Turquie, c'est les États-Unis. Globalement, on est quand même, si on raisonne en termes de part d'estomac, et si on raisonne en termes physiologiques, toutes les boissons sont concurrentes. Que ça plaise ou non aux gens du secteur ou pas, le Coca-Cola est un concurrent du vin. Voilà. Que ceci soit clairement affirmé. Voilà. C'est pas la peine de... On voit bien qu'il y a une très grosse substitution en termes de part de marché, là, en 14 ans, hein, entre les boissons sans alcool et les boissons alcoolisées. Simplement, en 14 ans, les ventes de jus de fruits en France ont été multipliées par 14 en volume. Hein, on mange plus de fruits, on les boit. Personne ne sait rien faire avec les peaux d'orange, donc on préfère boire le jus d'orange plutôt que de travailler avec les peaux.